Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, nous allons continuer notre cours de Management 2. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'apport de Max Weber à la théorie des organisations et nous allons voir la rationalisation de l'organisation dans une logique weberienne. Commençons tout d'abord par présenter Max Weber. Max Weber est né en 1864 et mort en 1920. C'est un Allemand. Il est issu d'une famille d'industriels protestants. Il s'agit d'une information très importante. Son entourage a été composé par des personnes ayant de l'expérience dans l'industrie et qui sont des protestants. Donc là, l'élément de la religion va beaucoup influencer la pensée de Max Weber. Considéré comme le père fondateur de la science sociologique et le maître de la sociologie compréhensive, il est tout à la fois juriste, sociologue, économiste, historien et philosophe. Donc, il était un polyvalent. Étudiant l'administration publique prussienne, donc il a fait comme étude l'administration publique, il remettra en cause l'autorité dite traditionnelle et charismatique. Donc, l'apport principal de Max Weber, c'est qu'il a remis en cause l'autorité qui est traditionnelle et qui est charismatique, qu'on va la voir par la suite. Pour lui, la meilleure forme d'organisation humaine est donc le modèle bureaucratique, qui allie la loi à la raison scientifique et qui n'est plus fondé sur le sacré et la tradition. Alors pour Max Weber, pour une organisation humaine de travail, on doit suivre un modèle bureaucratique et non pas un modèle d'autorité traditionnelle et charismatique. C'est quoi ce modèle bureaucratique? Qu'on va le voir par la suite en détail. C'est lui qui allie la loi, la réglementation, à la raison scientifique, à la rationalité, et qui n'est plus fondé sur le sacré et la tradition. Bien sûr, nous allons voir ça en détail dans la suite de cette vidéo. Les travaux de Max Weber s'intéressent à la manière, à la façon dont les hommes gouvernent en particulier pour imposer une autorité et faire en sorte que la légitimité de celle-ci soit reconnue par tous. Selon Max Weber, on peut distinguer trois types d'autorité légitimes. L'autorité à caractère rationnel, l'autorité traditionnelle et l'autorité à caractère charismatique. Commençons tout d'abord par l'autorité rationnelle ou légale. Dans ce type d'autorité, selon Max Weber, le leader exerce son autorité grâce à une légitimité rationnelle, reposant sur des règles juridiques formalisées par écrit, telles que les statuts et les règlements. Donc, autorité rationnelle ou légale, dans ce cas, la personne exerce une autorité car il existe une légitimité rationnelle, car il y a un élément qui est logique et rationnel, plus cette autorité repose sur des règles juridiques qui sont formalisées par écrit, des règles juridiques écrites et qui sont connues par tous. Exemple de ces règles juridiques, de ces lois, les statuts dans l'entreprise, le règlement intérieur, les codes de travail par exemple. Alors la fonction est investie d'une autorité et non la personne. Donc on n'obéit pas à la personne, mais on obéit à un règlement, à une loi. Dans ce type d'autorité, on n'obéit pas aux individus, à la personne, mais aux exécutants d'une légalité. Ça veut dire d'une loi, d'un règlement. Deuxièmement, l'autorité traditionnelle. L'autorité traditionnelle est davantage liée à la personne qu'à la fonction, en particulier au sein des entreprises familiales. Dans l'autorité traditionnelle, on obéit à la personne plus qu'on obéit aux lois, aux règlements relatifs à la fonction. Max Weber considère que l'autorité traditionnelle existe dans les entreprises
familiale. Exemple, l'autorité que détient un grand-père qui a fondé l'entreprise, ça fait 20 ans. Donc, tout le monde, bien sûr, obéit à cette personne, non pas, bien sûr, en respect du règlement ou aux lois internes de l'entreprise, mais, bien sûr, aux traditions, au respect du passé. L'autorité du leader est fondée sur le respect de l'héritage du passé. Donc, l'exemple du grand-père qui a fondé une entreprise, ça fait 40 ans ou 50 ans. Dans le cadre de l'organisation d'une entreprise, ce type de légitimité se réfère aux usages, aux habitudes, aux acquis et aux coutumes transmises de génération en génération par son fondateur. Alors, dans l'autorité traditionnelle, généralement, c'est le respect, l'obéissance à ce type de personne, au leader, au fondateur de l'entreprise, généralement est légitime. Cette légitimité se réfère ou elle est basée sur les coutumes ou sur les habitudes qui se transmisent d'une génération à une autre génération. L'autorité charismatique, dans ce cas, l'autorité du leader repose sur une combinaison des qualités personnelles extraordinaires et d'un pouvoir de séduction hors du commun qui émane de sa personnalité et qui provoque un attachement de foule. Alors dans ce cas, on trouve que le leader, il a une autorité. Alors cette autorité est le résultat de ses qualités personnelles extraordinaires. Il a des qualités qui sont vraiment, qu'on ne peut pas les trouver chez d'autres personnes. Ainsi, et c'est le point le plus important, il a un pouvoir de séduction, d'influence qui est anormal, qui provoque, bien sûr, les autres à le suivre, qui provoque un attachement des foules. Donc, par exemple, vous allez trouver une personne qui est un leader et qui a un millier de personnes qui vont le suivre. Cette autorité, il est charismatique. On donne l'exemple d'elle, Cheikh Zawiya. Il a une autorité qui est charismatique. C'est un leader. Il a des qualités personnelles qui sont extraordinaires. Il a un pouvoir de séduction, bien sûr, pour les personnes qui vont le suivre. Et il a toujours une foule. L'autorité charismatique comporte une connotation à caractère sacré. Donc, généralement, cette autorité charismatique, la personne, généralement, elle a une certaine distinction par rapport aux autres et un caractère qui est sacré. L'exemple de Cheikh Zawiya. Il s'agit d'une relation de prophète à adepte, qui implique la révélation d'un héros et sa vénération. Bien sûr, où on va voir que cette personne, ce leader, elle a cette autorité. Pourquoi? Car il s'agit d'un héros. Cependant, celle-ci est assez instable, car si le détenteur du pouvoir est abandonné par la grâce, son autorité s'effrite. Donc, pour Max Weber, l'autorité charismatique, elle est instable. Elle ne peut pas être dans un même niveau pour toujours, car le détenteur du pouvoir est peut-être abandonné par la grâce et son autorité s'effrite. Le groupe fonctionne ainsi comme une communauté émotionnelle. Donc, généralement, ils partagent bien sûr les mêmes valeurs et ce groupe, il se base sur les émotions. Pour résumer ce que nous avons vu, Max Weber et la rationalisation de l'organisation, il a mis en place un modèle de l'organisation qui est fondé sur la rationalité et sur la loi. Pour Max Weber, le modèle bureaucratique se base sur la rationalité et la loi, bien sûr, et non pas sur tout ce qui est sacré et tradition. Max Weber distingue trois types d'autorité. Premier type, le leader exerce son autorité grâce à une légitimité rationnelle en se basant sur la rationalité et la loi. Donc, il s'agit de l'autorité rationnelle et légale. Deuxième type, le leader, bien sûr, exerce son autorité en se reposant à l'héritage, aux coutumes, aux habitudes. Il s'agit de l'autorité traditionnelle. Troisième type d'autorité, où bien sûr le leader exerce son autorité car il détient
des qualités personnelles extraordinaires, hors du commun. Il a un pouvoir de séduction. Et bien sûr, il s'agit de l'autorité charismatique. L'apport principal de Max Weber, c'est la théorie de la bureaucratie. Selon Max Weber, le système rationnel est le pilier d'une administration efficace. Les grandes caractéristiques de la direction administrative bureaucratique la rapprochent fortement de l'idéal type de l'autorité à caractère rationnel légal. Ça veut dire, le pilier d'une administration efficace, c'est le système rationnel. Et bien sûr, les grandes caractéristiques d'une administration ou d'une direction administrative bureaucratique est très proche des caractéristiques de l'autorité rationnelle et légale. Max Weber pense qu'une forme d'organisation bureaucratique présente une logique de fonctionnement la plus rationnelle sur le plan formel. Donc il y a l'élément de rationalité. De par son exigence de conformité réglementaire, donc le respect de la loi, des règlements, par sa prévisibilité, en raison de sa précision technique, la nécessité de l'administration de masse, tant des biens que des personnes, rend la bureaucratie inévitable selon Max Weber. Pour Max Weber, l'administration bureaucratique idéale doit répondre aux 10 critères suivants. Premier, personnellement libre, les agents n'obéissent qu'aux devoirs objectifs de leurs fonctions et sont soumis à une autorité qui est en rapport avec leurs obligations officielles. Cela veut dire que les agents n'obéissent pas aux personnes, mais obéissent à des devoirs qui sont objectifs dans leurs fonctions. Ils sont soumis à une autorité qui est basée sur la loi, sur la rationalité, qui est en rapport avec des obligations officielles. Ça veut dire les obligations des agents est officialisée et basée sur des règles, sur des lois, sur des règlements, sur des statuts. Deuxième critère, les agents sont organisés dans une hiérarchie de leurs fonctions clairement établie. La clarté des fonctions et l'organisation des agents dans une hiérarchie est essentielle. Donc, l'organisation des subordonnés et des supérieurs, la clarté des niveaux hiérarchiques dans l'organisation, la clarté des fonctions de l'entreprise doit être établie. Troisième critère, chaque emploi a une sphère de compétences légales qui repose sur des tâches qui seront explicites et clairement définies. Donc chaque emploi, chaque poste, il a des compétences qui sont définies par la loi, qui sont définies par des règlements, par des statuts, par des codes, et qui reposent sur des tâches qui seront explicites, seront bien définies, claires. Le quatrième critère, l'emploi est occupé sur la base d'une libre relation contractuelle. Cela veut dire que la relation entre l'employé et l'employeur, entre l'organisation et les travailleurs, est concrétisée par un contrat, par un document légal. Cinquième critère, les candidats sont sélectionnés et nommés sur la base d'une qualification professionnelle attestée par un diplôme. Alors là, il n'y a pas un recrutement sur la base des traditions ou autres, mais sur la base d'une sélection. Donc le recrutement se base sur la sélection des meilleurs profils ayant une capacité, ayant des compétences, ayant des qualifications. Bien sûr, on va les sélectionner sur la base de leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire. Et cette qualification professionnelle doit être justifiée. L'élément de justification, c'est le diplôme. Sixième critère, les agents sont payés par des appointements fixes, donnant droit à une retraite, évalués selon le rang hiérarchique et les responsabilités assumées.
Alors ici, il y a le premier point en ce qui concerne la rémunération fixe. Deuxième point, que les agents ont droit à une pension de retraite après l'âge légal fixé par la loi. Troisième point, que les agents, bien sûr, sont évalués chaque fois, selon les statuts, selon le règlement intérieur d'entreprise, par leur supérieur hiérarchique. Le septième critère, l'emploi occupé est considéré comme la principale profession. Les agents doivent considérer leur emploi comme l'unique ou la principale profession, leur source principale de revenus. Huitième critère, les agents voient s'ouvrir à eux une carrière, selon l'ancienneté ou selon les prestations de service. Les agents doivent avoir l'idée de faire une carrière, d'avoir un avancement dans l'organisation, de passer d'un niveau à un niveau supérieur de responsabilité. Soit selon l'ancienneté, ça veut dire cet avancement se base sur les années passées dans l'organisation, ou selon les prestations de service, ça veut dire selon les responsabilités, selon la réalisation des objectifs. L'avancement dépend du jugement de leur supérieur. Ça veut dire pour qu'un agent passe d'un niveau à un niveau plus supérieur, d'un grade A à un grade B, ceci dépend de l'évaluation de ses supérieurs hiérarchiques. Neuvième critère, les agents ne sont pas propriétaires des moyens de l'administration et ne peuvent s'approprier leur emploi. Donc ici, il y a l'absence de propriété des moyens, des outils de l'administration et il y a l'absence de l'appropriation de l'emploi. Dixième critère, les agents sont soumis à une discipline stricte et à un contrôle de leur travail. Une discipline stricte, ça veut dire que les agents doivent respecter les lois, le règlement intérieur de l'organisation. Un contrôle de leur travail, ça veut dire que les supérieurs doivent contrôler les agents. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils contrôlent est-ce que les agents, les subordonnés, ont réalisé leur obligation comme il le faut, comme il a été dicté dans les documents officiels de l'organisation. Nous passons maintenant à une évaluation relative à cette vidéo et qui concerne Max Weber et la rationalisation de l'organisation. La question numéro 1 et qui est la question 5, car c'est la continuité de l'évaluation de Fayol. Donc c'est la question 5. Expliquez brièvement la meilleure forme d'organisation humaine pour Max Weber. Question 6. En relation avec les travaux de Max Weber, à quoi fait-on allusion dans les passages suivants? Premier passage, celle-ci repose sur une combinaison de qualités personnelles extraordinaires et d'un pouvoir de séduction hors du commun qui émane de la personnalité du leader et qui provoque un attachement des foules. Deuxième passage, celle-ci repose sur des règles juridiques formalisées par écrit. On n'obéit pas aux individus, mais aux exécutants d'une légalité. Troisième passage, celle-ci est liée à la personne qu'à la fonction en particulier au sein des entreprises familiales. Elle est fondée sur le respect de l'héritage du passé. Ce type de légitimité se réfère aux usages, aux habitudes et aux coutumes transmises de génération en génération par son fondateur. Passage 4. Celle-ci comporte une connotation à caractère sacré. Il s'agit d'une relation de prophète à adepte qui implique la révélation d'un héros et sa vénération. Cependant, celle-ci est assez instable, car si le détenteur du pouvoir est abandonné par la grâce, son autorité se détruit. Question 7.
expliquer en détail la théorie de la bureaucratie. Trouvez des éléments de réponse indicatifs dans la vidéo suivante, titrée Évaluation relative au chapitre 1, Fayol et Weber.